Bonjour à tous et toutes encore. Bienvenue dans ce webinaire consacré au projet Triomphe. Donc, il s'agit d'un projet de recherche porté dans le cadre de l'APR ADEME Bâtiment Responsable, donc coordonné avec le CSTB en partenariat avec Ecopolis Territoire Circulaire et la métropole du Grand Paris. Donc, c'est un projet qui porte sur la mobilisation du parc existant pour produire du logement, donc les solutions et le potentiel. Et je vais vous exposer rapidement le déroulé de ce webinaire. Donc, on va d'abord passer la main à l'ADEME pour vous présenter l'APR et ses principaux objectifs. Ensuite, je vais vous présenter le projet de recherche. Donc, quelles ont été ses principales étapes, quelle est l'équipe, quels vont être aussi, on va dire, les objectifs scientifiques du projet. Et ensuite, donc, on va pouvoir passer aux résultats enfin, du premier lot du projet sur l'état des lieux des initiatives de sobriété immobilière, avec les témoignages de deux cas d'études que nous avons rencontrés à cette occasion et une synthèse des clés de réussite et des freins identifiés. Et ensuite, donc, nous allons vous présenter donc, la partie plus quantitative sur comment on détermine le potentiel pour repérer donc, ces mètres carrés transformables. Donc, entre deux, on aura donc, deux sessions de questions-réponses et puis ensuite la conclusion. Donc, je propose tout de suite donc, à Alban Gaspard de l'ADEME d'intervenir donc, sur l'APR. Alors bonjour tout le monde. Merci à l'équipe Triomphe d'organiser ce webinaire qui effectivement prend place dans le cadre d'un ensemble d'actions que l'ADEME mène en appui à l'innovation sur le sujet de la sobriété immobilière. Alors pour vous donner plus d'informations sur l'APR, l'appel à projet de recherche bâtiment responsable, c'est un appel à projet qui paraît tous les 2 ans et qui a pour objectif de financer de la recherche dans le domaine du bâtiment, alors sur la sobriété immobilière, mais sur plein d'autres sujets. Celui de cette année est encore en cours et il clôt le 4 décembre, donc dans un mois tout pile. Donc n'hésitez pas, si vous êtes porteur de projets de recherche, à aller regarder les thèmes de l'appel à projet, puisqu'il y en a peut-être qui rencontrent votre intérêt et sur lesquels, du coup, on pourrait vous financer. Donc le projet de Triomphe prend place dans ce cadre-là. Sachez qu'il y a d'autres modalités de soutien de l'ADEME à l'innovation dans le domaine de la sobriété immobilière. Il y a également l'appel à projet de thèse, donc qui lui ouvre plutôt en début d'année pour des thèses qui commencent au mois de septembre-octobre. Donc là aussi, si vous avez des projets de recherche qui incluent la nécessité de faire appel à un thésard pendant 3 ans, n'hésitez pas à aller consulter le site de l'ADEME sur ce sujet. Notre soutien au sujet, à l'exploration, à son étude, à l'étude du potentiel, passe également par la production d'études. Pour vous signaler que vient de sortir, donc vous pourrez trouver sur la librairie ADEME une étude sur les modèles économiques de la sobriété immobilière, du fait de produire du logement autrement, avec l'identification de 4 grands types d'opérateurs qui travaillent à cette sobriété immobilière. Donc si ça vous intéresse, là aussi, n'hésitez pas à aller consulter cette étude. Et puis, on a aussi un travail plutôt de soutien direct aux innovateurs. Alors, l'année dernière, il y a eu les trophées de l'ADEME sur l'optimisation du parc immobilier. Et puis, il y a aussi à l'ADEME un soutien sous la forme d'un appel à commun qui permet à des acteurs de bénéficier d'un soutien spécifique s'ils produisent du commun. C'est-à-dire que s'ils produisent des outils, des chiffres, des données qu'ils peuvent ensuite mettre en commun dans la communauté des gens qui innovent sur cette question-là. Donc voilà un peu en introduction une image globale de ce qu'on fait à l'ADEME sur le sujet. Il y a plein d'autres choses, mais j'en ai sélectionné certaines. Et puis, là où prend place le projet Triomphe. Merci beaucoup, Alban, pour cette présentation des actions de l'ADEME. Donc, je vais vous présenter donc, en quelques mots le projet Triomphe.
Alors, donc, l'objectif de ce projet, donc, c'était de pouvoir interroger donc, le potentiel de mobilisation du parc existant pour produire du logement. Et pour ça, donc, on va s'intéresser donc, à trois pratiques donc, qui vont être en premier lieu le changement d'usage du bâti, c'est-à-dire en gros son évolutivité, sa capacité à changer d'usage de manière pérenne ou transitoire. Enfin, l'exemple le plus emblématique qu'on a, donc, c'est la transformation de bureaux en logement, mais donc on vous en parlera plus en amont. On ne s'est pas forcément focalisé sur ce type de transformation dans l'APR, dans le projet Triomphe. Donc, la deuxième pratique donc, va être l'intensification des usages. Donc, c'est les capacités d'un bâtiment à être hybride, à accueillir plusieurs usages dans l'espace ou dans le temps, donc pour mieux utiliser les mètres carrés existants, donc par le biais de programmation mixte, d'occupation transitoire. Et la troisième pratique, donc, ça va être donc, les nouveaux modèles d'occupation. Donc là, on va moins s'intéresser, on va dire, à la transformation physique du bâtiment en tant que tel, mais plutôt à des modes organisationnels et contractuels pour mieux utiliser l'espace existant. Et donc là, vous allez avoir un exemple tout à l'heure avec espace sur demande. Les grands objectifs du projet. Donc, le premier objectif, donc, c'était de pouvoir identifier le potentiel de transformation de ce bâti à l'échelle nationale à partir de différents scénarios qui vont reprendre les pratiques que je vous ai exposées. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aboutir à une cartographie du potentiel dans le stock de bâtiments existants. Donc ça, c'est ce que va vous présenter donc Victor et Rémi dans la dernière partie de ce webinaire. Donc, le deuxième objectif, c'était d'évaluer à partir donc, de ces scénarios les impacts environnementaux, enfin, notamment les mètres carrés évités, pour, en gros, voir comment justement on applique la sobriété foncière, mais aussi donc, en termes de carbone, en termes de déchets. Et le troisième objectif, d'un point de vue opérationnel, donc, c'était de pouvoir évaluer la faisabilité de ces transformations à l'échelle territoriale, en essayant aussi d'identifier des typologies d'espace où il serait plus pertinent de mettre en œuvre certaines de ces pratiques, d'analyser aussi les freins et des leviers à la mise en œuvre. Et c'est pour ça donc, qu'on va donc solliciter aussi un appel à cas pilote. Donc, l'équipe projet, donc, on a la chance d'être appuyé donc, par une équipe assez pluridisciplinaire, donc avec du coup des économistes, des développeurs, enfin, des ingénieurs ayant une compétence sur le bâti côté CSTB, des urbanistes avec territoire circulaire, donc il y a un bureau d'études qui travaille plus précisément sur cette question de sobriété foncière et de transformation. Et bien sûr, enfin, Ecopolis, donc, qui a lancé une action de recherche sur la transformation du bâti, donc, qui a aussi donc, toute la force de son réseau pour identifier les initiatives innovantes. Et donc la métropole du Grand Paris, donc, qui nous accompagne enfin, dans le suivi en tant que collectivité. Et on a également donc, dans ce projet un comité de suivi avec un cercle plus élargi d'acteurs, donc qui sont tous dans la pratique. Donc on a des aménageurs, des EPF, des bailleurs sociaux, des bureaux d'études comme Canal Architecture, enfin des agences d'architecture donc, qui ont mis en œuvre des projets de transformation. Et en gros, on a aussi donc, le comité de pilotage avec l'ADEME. Et l'objectif, donc, c'est de pouvoir faire remonter enfin, des conseils, des retours techniques à chaque phase du projet, donc pour les études de cas et pour l'établissement des scénarios. Et enfin, donc, pour le déroulé du projet, donc, actuellement, on est en train de finaliser donc, la phase 2 sur les scénarios d'intensification. On va vous présenter donc, les résultats de la première phase sur ce qu'on a relevé dans l'état des lieux. Et donc, pour l'année 2026, donc, on va poursuivre avec l'analyse d'impact et l'application à 5 cas pilotes. Donc voilà pour l'exposé, on va dire, général du projet. Donc je vais passer la main à Morgane pour aller donc plus en détail sur les cas et également enfin, à nos intervenants. Merci beaucoup, Sonia. Je vais prendre le relais sur l'introduction du premier lot.
Bonjour tout le monde, donc Thomas Charrier pour l'agence Territoire Circulaire. Je vous présente très rapidement la manière dont on a procédé pour inventorier les différents cas d'études. Et ensuite, je passerai la parole à Albert Hassan de la SCOP Palabre, une SCOP d'architecture, puis à Madame Sartelet de la préfecture de la Haute-Saône et Monsieur Joubert de la NCT pour vous parler d'espace sur demande. Et avant ça, comment a-t-on procédé pour identifier une centaine de cas d'études? Donc, c'est un travail qu'on a réalisé à la rentrée 2024 à partir de publications qu'on avait en tête, de quelques recherches et aussi d'un appel à contribution qui a été lancé par Ecopolis auprès de sa communauté et des membres du réseau Bâtiment Durable. Cet appel-là nous a permis d'inventorier des projets assez variés, bien que deux faits notables soient à distinguer ici. On a inventorié plus de transformations de bureaux que d'autres types de transformations. Donc, ça peut s'expliquer par la communauté à laquelle ça s'adressait et aussi par l'actualité autour de ces transformations-là. Et à propos de la manière dont ces transformations-là ont eu lieu, on a une surreprésentation de transformations de bâtis et ce qui touche à l'intensification des usages aux nouveaux modèles d'occupation est un peu plus discret. Voilà. À partir de ce corpus-là, donc l'équipe Triomphe, avec l'ADEME, on a pris trois décisions. La première, c'était de ne pas se concentrer uniquement sur les opérations de transformation de bureaux en logement. Euh, voilà. Ensuite, d'aller regarder ce qui se passait en dehors des territoires qu'on a appelés métropolitains, mais voilà, des métropoles, des zones les plus denses et les plus tendues, pour justement mettre un peu de lumière sur ce qui se passait ailleurs, voilà, de comprendre ce qui fonctionnait et ce qui éventuellement ne fonctionnait pas dans ces territoires-là. Et enfin, autant que faire se peut, de regarder des cas, des projets sur lesquels on avait une superposition de sobriété, donc transformation et intensification, intensification et usage, voilà. Avec des programmations mixtes dans lesquelles le logement est bien présent, mais qui peut également intégrer de la mixité. Vous avez ici un panorama des 11 initiatives qu'on a retenues à partir de cette centaine de cas inventoriés. Vous retrouverez tout sur le site internet d'Ecopolis. Donc là, vous avez le temps de scanner le QR code. Mais on met aussi le lien dans le chat pour retrouver et l'étude et des fiches pour chacun de ces cas-là. Donc, euh, on l'aperçoit sur cette diapo. Ces 11 initiatives-là sont réparties un peu partout sur le territoire national, mais pas que. On a aussi des cas en Belgique et sur Internet, avec Espace sur demande. On a des opérations de plus ou moins grosse importance, des euh, petites opérations de transformation voilà, et des opérations d'ampleur presque à l'échelle d'un quartier. Aujourd'hui, on va plus précisément vous parler donc de l'école, de la transformation de l'école Lapeyre à Soncoing. Ça, c'est ce que fera Albert Hassan de la SCOP Palabre, qui, à nos yeux, représente très bien ce qu'on a pu observer dans les cas de transformation du bâti. Voilà, donc c'est une opération qui est déjà intéressante pour ça, avec en plus des externalités positives et une mixité d'usages et de fonctions qui est tout à fait intéressante, notamment dans un territoire assez particulier. Voilà. Comme on vous le disait un peu plus tôt, on a eu un peu plus de mal à trouver des situations, des projets dans lesquels l'intensification des usages était réellement au cœur de la démarche. Alors, on en a retenu trois pour pas faire complètement déborder le corpus, et aussi parce que celles-ci nous semblaient intéressantes. Donc elles sont représentatives de contextes très différents en Wallonie, en Île-de-France et en Haute-Saône spécifiquement, mais c'est pas sur demande à une portée un peu plus large. L'ANCT pourra vous le rappeler. Et ces cas-là supposent parfois de la transformation, parfois pas. Voilà, c'est pas l'ingrédient principal de ces cas d'usage. Je vous remercie. Je passe tout de suite la parole à Albert Hassan, donc, qui représente la scope d'architecture Palabre. Vous avez 20 minutes pour nous présenter votre très belle opération à Soncoing. Merci pour votre invitation. Merci de vous intéresser à notre projet qui nous a pris beaucoup d'énergie
qu'on est très content de vous présenter. Qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne école à Sancoins. Donc Sancoins est une petite ville du Cher d'environ 3000 habitants qui, comme beaucoup de villes de zones rurales, donc on est à 50 minutes à l'est de Bourges, 40 minutes au sud de Nevers, on est toujours dans le Cher, on n'est pas dans la Nièvre. Et donc, comme beaucoup de villes, a une école, a construit dans les années, alors je vais peut-être vous dire une bêtise, dans les années 80, je crois. Mais le projet a fini il y a 5 ans, donc il y a des petits rappels historiques que je perds. En tout cas, qui a construit une école plus loin dans la ville, euh, parce que l'ancienne école sur laquelle on a travaillé, ben voilà, en voiture à l'école. Euh, et donc, le lieu a pu servir pendant quelques années, locaux associatifs, un logement temporaire, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, sans beaucoup, alors j'entends le son est entrecoupé. Quand j'ai une connexion correcte, je vais parler lentement, et puis ça aidera. Donc, pendant longtemps, l'école a été inoccupée et puis la préfecture, au bout d'un moment, a demandé à ce que voilà, les locaux associatifs soient mis aux normes. La ville n'en avait pas les moyens. Donc, le bâtiment se retrouve inoccupé pendant une vingtaine d'années. Donc, très rapidement, par là, on a une scope de quatre personnes. Ces changements, ça passe à 5, ça passe à 3, ça passe à 6. Et notre spécificité, ça a une double compétence, architecte et bureau d'études. On travaille sur des sujets d'expérimentation beaucoup, de réhabilitation lourde, de transformation d'usage. Et là, je vous ai mis quelques projets sur lesquels je peux passer 30 secondes à chaque fois parce que c'est pas le sujet de ma présentation. Donc ici, réinventer Paris 1, réutiliser des anciens bains-douches en coworking et faire à l'arrière un bâtiment de 8 étages qui était ce qu'on appelle un co-living, qu'on appelait à l'époque une colocation. Voilà, je passe rapidement dessus. On a travaillé avec la preuve par 7, notamment aux côtés de Patrick Bouchin et Plateau Urbain. Et on a travaillé à Gennevilliers sur un ancien marché désaffecté, partiellement désaffecté. Et toute cette halle-là cherchait son usage et la trouvait pas dans une économie classique de projet préprogrammé, commercialisé à la fin. Donc, le travail, c'était de trouver une autre méthode pour faire vivre le bâtiment. Une autre exemple d'opération, inventer Brune la frontière entre Paris et Ivry, un très gros appel à projet innovant sur lequel nous, on a travaillé sur la préfiguration. L'idée était de travailler sur une préfiguration à très grande échelle, sur l'ensemble du Carvel Tour du Haut et jusqu'à l'entrée dans Ivry. On travaillait sur une occupation temporaire qui nourrirait le projet. Et là, arrivons à Sancoins, donc projet qu'on démarre en 2017. On est appelé par la foncière Chenley, je vais vous dire qui c'est par la suite. Donc, projet qui était donc cette ancienne école et sur laquelle on a pu réaliser 13 logements sociaux avec l'idée au départ de faire une résidence pour personnes âgées. Donc le bâtiment tel qu'on le voit en 2017, donc désaffecté depuis une quinzaine d'années, avec sur l'avant ce qu'on a appelé la maison carrée, donc qui contient notamment un logement en partie haute des anciennes salles de classe, et toute la grande longueur sur la gauche, qui est un bâtiment qui contenait les anciennes salles de classe de l'école. Euh, Heureusement, c'est un bâti plutôt bien construit, mais 15 ans après, il souffre vachement. La foncière Chenley donc, vient d'être contactée par la mairie de Sancoins via notre futur gestionnaire, qui est l'association Le Relais 18, parce que, évidemment, la mairie a été une collectivité comme une autre, donc a eu la capacité de construire une école plus loin, de maintenir celle-là utilisée pendant quelques années. Évidemment, les finances des collectivités ont bien changé et elle ne sait absolument plus quoi faire de ce projet-là. Faut savoir qu'à Sancoins, il y a un très gros marché de gros, marché aux bestiaux et aussi marché forain.
Et du coup, l'ancien maire a l'idée d'en faire un parking. Tout démolir, en faire un parking. Bon, heureusement, il ne le fait pas. Et donc, on se retrouve avec la foncière Chenley, qui est une foncière solidaire qui travaille sur du logement social pour les plus précaires, mais de grande qualité. Vous le verrez, on pourra en parler éventuellement, de coûts de construction tout à fait différents de la plupart des bailleurs sociaux qu'on trouve. Donc, on se retrouve avec ce projet, et merci Morgane d'être passé là, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait, donc finalement, on ouvre côté est, côté ouest. Côté est pour laisser passer les voitures, côté ouest pour laisser entrer les piétons. Et on sépare en quelque sorte les flux et on crée ce grande coursive que vous voyez avec les hachures le long du bâtiment, qui vont être un espace partagé à la fois d'accès au logement et qu'on fait plus grand que ce que la norme nous impose, qui devient un vrai espace de circulation et aussi de vie. On réalise des logements dans les différentes parties du projet et on crée une circulation extérieure pour accéder à un escalier extérieur et un ascenseur dissimulé pour accéder à l'étage. Vous voyez des jardins, etc. Bon, un projet euh, voilà le bâtiment fini, donc un projet qui se développe sur 800 mètres carrés, donc 13 logements, et un local commun sur lequel je reviendrai après. Donc voilà le projet vu du même endroit. Vous voyez l'entrée piétonne. Ici, le cœur du projet qui finalement, donc la cour, l'ancienne cour de l'école, redevient un espace ouvert à tous. C'est-à-dire qu'en fait, les deux entrées qu'on a faites ne peuvent pas être verrouillées. Donc, n'importe qui peut passer d'une rue à l'autre en traversant le site et on retrouve voilà, ce caractère quasi public de l'ancienne cour d'école, dont le préau a été conservé, que vous voyez dans le fond. Vous voyez plus proche les circulations extérieures, escalier, vous ne pouvez pas le rater, et ascenseur dissimulé derrière la porte sur la gauche de la photo. Donc ici, on trouve des détails sur des matériaux de réemploi récupérés sur site et j'y reviendrai plus tard sur l'exposition sur le chantier qu'on a fait sur site. Sur la droite et à gauche, des détails de matériaux. Comme ce n'est pas l'objet de la réunion, même si on parle de sobriété, on est sur des matériaux biosourcés en très grande partie, donc avec des fenêtres, comme vous voyez, ou des portes avec des huisseries en bois et des triples vitrages. Les fenêtres sont en triple vitrage, pas les portes, parce que les portes, c'est trop lourd si on les fait en triple vitrage. Une isolation par l'intérieur de toutes les parois en laine de bois ou en ouate de cellulose pour les combles. Les cloisons et les doublages sont en ossature bois, plus fermacelle. Voilà, donc on est sur des performances thermiques et entre le réemploi et le biosourcé qui sont largement plus élevées que ce qu'on voit habituellement sur une opération de ce genre avec un coût financier qui doit être maîtrisé. Donc voilà, vous retrouvez aussi ici des éléments de réemploi, donc les ardoises du toit qui ont été récupérées pour être taillées, des espaces extérieurs, des briques qui sont rendues visibles, euh, soit en bordure de voirie sur la droite, soit pour reboucher une ancienne ouverture, ou même des pierres qui ont été utilisées pour faire les premières marches des escaliers que vous voyez sur l'escalier de droite. Là, je voudrais passer un peu plus de temps sur ce sujet. On a créé un local commun à la demande, évidemment, de la foncière Chenley, car l'idée était, et de notre gestionnaire, le relais. Pourquoi? Parce que l'idée est derrière le projet de faire finalement une résidence pour personnes âgées qui sont capables de rester autonomes pendant beaucoup plus longtemps. Et ça sert d'alternative, finalement, le projet a l'idée de servir d'alternative à une résidence totalement médicalisée. Et donc, il y a des besoins finalement répétés pour ces personnes de revivre en ville. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette école est plein centre-ville. Je vous ai dit qu'il y avait un marché de qualité, une pharmacie, des médecins, une église pour ceux qui en ont besoin, une mairie, etc. Et donc, finalement,
on redevient capable de réhabiter un centre-ville et le réutiliser, s'affranchir le plus possible de la voiture. Et donc, il y a un besoin finalement pour le gestionnaire de faire un collectif de ce groupe-là pour permettre voilà, simplifier la vie dans un espace qui est beaucoup plus restreint que là où vivaient les gens jusque-là. Donc, on a des logements relativement petits. Et donc, cet espace était conçu pour servir d'accueil avec une chambre pour accueillir la famille et un grand espace commun d'usage assez varié. Donc, on a conçu ce meuble-là avec les occupants et on a fait en sorte que l'ancienne grande porte d'entrée de l'école soit aussi commune, puisse être utilisée donc directement depuis la rue pour que des associations de la ville puissent s'en servir également. Donc, ça rebondit sur la question de l'intensification des usages qui a relativement peu marché au démarrage du projet, sachant que les premiers habitants sont arrivés en 2022, avril 2022. Donc le lieu est entièrement occupé et utilisé. Vous voyez ici des logements vides et ensuite ici un logement qui est tout juste occupé. Voilà, ce qu'on a fait aussi de particulier, c'est que c'était un bâtiment, une ancienne école ouverte à tous presque. Et donc le chantier a été un lieu d'exposition. On a pris des photos des ouvriers, des photos du chantier et on a valorisé en fait la réutilisation de ce lieu en faisant une expo dans le préau de l'école, donc dans la cour qui était accessible au public pendant le chantier pour permettre à tous de réinvestir ce lieu-là. Donc on a aussi on a maintenu cette exposition sur site et on l'a enrichi des habitants qui arrivaient ici. C'était notre habitant emblématique qui est emménagé ici à 91 ans après avoir vécu dans une maison et donc qui a été accompagné en fait par la foncière Chanelay comme tout le groupe avant la livraison et malgré le Covid pour voilà, initier à la fois ce déménagement et cette vie beaucoup plus proche les uns des autres, avec finalement ses avantages comme le local commun, ses inconvénients qui ont place évidemment chez soi. On va passer à la partie montage. Ce que je vous ai dit, c'est que donc la foncière Chanelay, ça a été créé par des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'immobilier à l'origine, qui sont des gens qui font de l'insertion professionnelle, initialement des palettes pour l'emballage, puis de la construction bois, puis qui ont monté une foncière. Donc, leur objectif en montant la foncière n'était pas d'avoir un équilibre financier, c'était d'abord de bien loger des précaires, c'est-à-dire de construire bien pour eux. Donc, construire bien, quand on n'est pas un professionnel de l'immobilier, c'est construire avec un équilibre financier à monter derrière. Donc, le coût de construction que j'ai mis dans les slides au début, si vous aurez le diapo, vous pourrez le retrouver. C'est 2,2 millions d'euros pour 750 mètres carrés de bâtiment. Donc, c'est un bâtiment coûteux, évidemment, mais en même temps, c'est un foncier qui vaut rien. Si on fait le calcul, on peut assez peu construire dessus finalement, et on a assez peu de droits à construire. Finalement, la foncière Chanelay, la logique qu'elle a, la slide juste avant, d'habitude, elle fait systématiquement des baux amphithéotiques d'au minimum 37 ans. Ici, la ville a refusé de le faire et donc a voulu vendre, a préféré vendre. Pourquoi est-ce qu'elle le fait, un bail amphithéotique? C'est pas uniquement pour économiser une certaine somme d'acquisition du foncier, c'est aussi pour donner la capacité à la ville de maîtriser son foncier dans un certain nombre d'années, qui est un sujet qui pouvait sembler, quand ils ont monté la foncière il y a une grosse dizaine d'années, un peu anecdotique, qui maintenant est un sujet qui est devenu beaucoup plus commun. Donc finalement, contrairement aux autres projets de Chanelay que vous verrez, ici, elle a acheté, enfin c'est une SCI qui a acheté pour 1 euro symbolique le terrain et qui ensuite le reloue à la foncière Chanelay pendant là 78 ans. Le montage habituel est celui d'un bail amphithéotique, il est un peu différent. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est aussi parce qu'évidemment, le coût de construction est compensé aussi par une acquisition du foncier assez
économe, assez sobre. Et le bilan financier qui a été fourni par la foncière Chenley. Alors, la particularité d'un tel projet aussi, qui a un coût très important et qui est négocié avec les ministères par beaucoup d'acteurs du solidaire, c'est que la TVA est à 20% puisqu'on fait des travaux très importants. Je vois une question, combien de mètres carrés habitables? Il y a 700 mètres carrés au total, dont 110 mètres carrés d'espace commun. Il y a 660 mètres carrés de logement. Donc là, Concierge Chenley, je vais regarder sur les ressources, a des capitaux, des fonds propres qu'elle acquiert en ayant des investisseurs. Et puis sur chaque projet, elle recherche des fonds spécifiques. Ici, vous avez l'Agir qui est l'ARCO. Pour une résidence pour personnes âgées, ça paraît assez logique. La région, vous le retrouvez assez souvent. Et la CARSAT, pour ce genre de projet, ça paraît assez naturel. La grosse particularité ici du projet, c'est l'intervention de l'ANA. Quelle est sa particularité? Donc l'ANA, un partenaire habituel de ce type de projet, au sens où elle a des capacités d'aide plafonnées en gros à 60% d'un certain type de travaux, d'un certain montant. Ici, un appel à projet interministériel avait été monté en 2016 et c'est ce qu'on appelait les contrats impact social. Et l'ANA et Shenley étaient associés dans le CIS, ce contrat impact social qui a été l'un des lauréats d'appel à projet interministériel. Et la spécificité, c'est qu'en fait, l'ANA était capable, en fonction d'objectifs, de couvrir non pas 60% de certains travaux, mais de la totalité des travaux. Et donc d'augmenter son assiette d'aide qui permet finalement de compenser le fait que on récupère un bâti très dégradé parce qu'inutilisé, qu'on cherche pas à surdensifier. Donc là, on a plutôt réutilisé l'ensemble des mètres carrés qui existaient, mais vous verrez qu'il n'y a pas d'extension. Il y a eu à peine des toutes petites démolitions pour ouvrir le site de chaque côté. Mais par rapport à une analyse de droit à construire, on aurait pu aller plus loin, éventuellement. Et donc finalement, ce qui permet de compenser ce projet comme trois autres qui ont été faits dans le même partenariat, dont deux avec nous, comme maître d'œuvre, ça a été ce contrat impact social qui permet de faire des réhabilitations lourdes, matériaux biosourcés, avec des charges extrêmement faibles. Donc là, ce dont je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une chaudière à bois qui permet de faire le chauffage et l'eau chaude, qui est dans les anciens sous-sols inutilisés autrement. Et donc, en fait, on a au maximum réduit les charges en essayant d'utiliser, en dehors de la chaudière à bois, des systèmes assez simples qui permettent de réduire les charges d'entretien et de maintenance et qui permettent au final d'avoir réellement un coût pour l'occupant maîtrisé. Dernière page pour finir la présentation, c'est simplement un extrait d'article qui décrit ce contrat impact social et qu'on peut trouver sur Internet. Merci beaucoup, Albert. Il y a quelques questions dans le chat qu'on prendra à l'issue de toutes les présentations à propos du lot 1. Peut-être que pendant la présentation de ce que Espace sur demande au déploie en Haute-Saône, éventuellement tu pourrais répondre ou renvoyer vers la présentation qu'on enverra à tous les participants et participantes. Ça marche. Merci encore. Je passe la parole à Aurélie Sartelet, donc déléguée du préfet en Haute-Saône, et Adrien Joubert de l'incubateur des territoires à la NCT, qui vont tous les deux nous parler et d'espace sur demande et du logement en Haute-Saône. À vous la parole. Merci. Bonjour à vous. Alors, je reprends la main sur la slide. Donc, le lancement de la plateforme d'hébergement en Saône, comment s'est organisée la rencontre? Donc, en fait, Yasmina, qui n'est pas présente aujourd'hui, donc en fait, il y a eu des premiers échanges via
le réseau professionnel qui s'appelle LinkedIn. La NCT, l'incubateur des territoires, était en train de valoriser la plateforme qui s'appelle Espace sur demande. Donc, en fait, Espace sur demande, à l'origine, mon collègue M. Aubert va pouvoir étayer mon propos. À l'origine, c'était une plateforme qui permettait de mutualiser, de permettre à des collectivités de valoriser du foncier qu'ils n'arrivaient pas forcément à utiliser de manière assez optimum, comme les salles des fêtes, les salles polyvalentes, les salles de réunion, et ça permettait aux collectivités de mobiliser via cette ressource numérique et de permettre des réservations pour les associations. Donc en fait, un jour, j'ai alpagué l'ANCT en disant ça tombe bien, moi j'adore votre solution numérique. Est-ce qu'on pourrait prétendre à des axes qu'on va pouvoir orienter différemment, car moi je me retrouve avec une difficulté. Donc, cette difficulté-là, c'était, je suis un département qui se retrouve avec 85e département en termes de démographie, mais un département avec des subventions assez fortes. Pourquoi? Parce que pour lutter contre les inégalités, nous avons au sein de la Haute-Saône plusieurs millions d'euros de ressources et ils nous permettent ainsi, pourquoi pas, de trouver des solutions aussi innovantes. Sauf que nous souffrons malgré tout d'une crise d'attractivité. Nous ne sommes pas assez sexy sur le département pour attirer les investisseurs privés et pour le coup, nous souffrons d'une exode qui malheureusement vide une bonne partie de nos locaux, mais également un manque, je dirais, de naissance. Voilà, c'est un tout. Ce qui a fait que lors de cette concertation avec l'incubateur des territoires de l'ANCT, c'était de dire, voilà, on ne pourra rien y faire, on ne pourra pas changer en un claquement de doigts, surtout qu'avec l'INSEE, les statistiques, les données statistiques ne sont vraiment pas au beau fixe pour je dirais, les 30 prochaines années. Malheureusement, nous continuons à souffrir de cette baisse démographique. Par contre, on ne va pas se laisser abattre, on va continuer à tenir un discours assez positif auprès des collectivités, parce qu'il faut qu'on continue d'investir. On ne peut pas forcément inverser la tendance, mais quand nous avons vu des crises arriver, comme la crise sanitaire Covid, etc., nous avons gagné en population. Voilà. Malheureusement, rien n'est perdu. Donc là, l'enjeu, c'était surtout comment nous allons essayer de trouver des solutions. Nous avons des demandes, nous avons des jeunes qui ne sont pas plus bêtes qu'ailleurs. Il faut savoir que les tests académiques en Saône, justement, valident le fait que la moyenne départementale est supérieure à la moyenne nationale. Mais qu'est-ce qui fait que nos jeunes ne réussissent pas? Donc, ils ne sont pas bêtes, c'est juste le fait qu'il faut lutter contre les déterminismes sociaux et lutter contre l'autocensure. Donc, pour lutter contre l'autocensure, il y a vraiment différents aspects, notamment le volet hébergement, le volet mobilité et surtout ce qui nous tue en Haute-Saône pour être une Haute-Saônoise et non un produit étatique, c'est surtout de se dire, voilà, ce n'est pas pour moi. Et c'est ce que font nos Haute-Saônois, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas l'accessibilité à devenir médecin, architecte ou autre. Les Haute-Saônois se disent ce n'est pas pour nous, alors que nous avons les capacités intellectuelles de. Donc, comment le besoin a émergé du territoire? Donc, en fait, nous avons fait différentes réunions avec l'ensemble des établissements scolaires, les acteurs de l'emploi, que ce soit les missions locales, France Travail, etc., et départements, régions. L'enjeu, c'était de se dire, voilà, comment on peut aider ces jeunes, comment on peut retirer les freins de mobilité et d'hébergement concernant ces jeunes, comment on peut exploiter les internats vides, alors que nous avons des demandes pour ceux de manière assez forte avec liste d'attente
logements pour ceux qui sont rénovés, comment l'État peut aider la région et le département avec de la DETR ou les collectivités, puisqu'en effet, concernant la présentation précédente, on fait en sorte que les collectivités se saisissent plutôt de la problématique pour que nous, préfectures, puissions financer et aller sur de la rénovation puisque nous en souffrons. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons eu voilà, une pression croissante sur le CFA, une trentaine d'apprentis sans solution d'hébergement pour cette rentrée, l'implication du département dans la gestion des locaux vacants du collège, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas non plus, la DSDEN passe des conventions avec le département pour mettre à disposition les locaux des collèges et lycées avec la région pour permettre à du personnel de l'éducation nationale d'occuper ces locaux, sauf qu'à l'heure actuelle, nous avons de moins en moins de logements de fonction. Donc, ça veut dire que nous avons des logements vides, mais moins de logements de fonction demandés, sollicités par le personnel de l'éducation nationale. Et nous avons un diagnostic toujours en cours, initié par la ville et la CAV, la communauté d'agglomération de Vesoul. Donc là, vous voyez vraiment le consensus entre toutes les institutions, les acteurs publics. Et nous avons un dispositif qui est en cours. Je ne pourrais pas forcément vous en parler car j'ai reçu une mauvaise nouvelle il y a peu, mais comme je suis financeur, sous l'égide du préfet, je vais résoudre ce problème-là. C'est par exemple dans les logements des habitants en Haute-Saône, nous avons 1,8 habitants par foyer, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, dans une maison, parce que nous avons principalement des maisons, il y a 1,8 habitants et il y a forcément 1 à 2 chambres de disponibles. Donc, en fait, nous sommes sur un dispositif qui est déjà au niveau de la Loire en action. Ça veut dire que nous mobilisons des logements chez l'habitant pour permettre à nos jeunes jusqu'à 25 ans d'être logés chez l'habitant, mais il faut un portage. Ça veut dire que ce n'est pas le particulier qui va valoriser son logement, c'est plutôt une structure associative comme la sauvegarde, la HCCEA, qui va permettre de lever les freins à l'hébergement. Ça veut dire de faire du lien entre le propriétaire particulier ou locataire, et pour lui dire clairement, écoutez, nous, on est là, nous sommes des éducateurs spécialisés. S'il y a le moindre souci avec le jeune, nous ne vous laissons pas tout seul. Et le même topo vis-à-vis du jeune en disant, écoute, tu as quand même un CAP à passer cette année, voilà, il faut que tu quittes ton cocon familial, ne t'inquiète pas, on va te permettre voilà, d'être coucouné quand même avec telle personne. D'ailleurs, je pense qu'en termes de personnalité, vous allez bien vous entendre. Donc, en fait, on ne laisse pas le jeune seul et on ne laisse pas le particulier jeune non plus. Donc, ça peut permettre à des personnes âgées de pouvoir utiliser ce type, de pouvoir permettre à des jeunes d'être logés à moindre coût et de ne pas être tout seul. Alors, ensuite, dans la présentation, donc il y a différents types de problématiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'accès à l'hébergement. Donc là, c'était grâce à la plateforme, ça pouvait nous permettre de trouver une solution d'hébergement adaptée. Donc la plateforme réduit également les obstacles liés à l'éloignement géographique des centres de formation qui se situent principalement sur les 5 plus grosses villes de Haute-Saône, Lure, Luxeuil, Héricourt, Gré et Vesoul. La réduction des inégalités territoriales, notamment par rapport aux jeunes présents dans les zones rurales, l'autonomie et la mobilité, pour proposer une solution clé en main entre l'hébergement et les acteurs de la formation et les établissements scolaires présents. Et en fait, pour adapter les réponses institutionnelles à ces besoins, donc je vous avoue que depuis 9 mois que l'expérimentation a débuté, je ne fais que ça. Ça veut dire que je renforce les partenariats entre les collectivités locales, je retire les freins. Et Dieu sait qu'il y a des freins, parce que nous parlons des freins des jeunes, des parents, mais les chiens ne font pas des chats. Forcément, les acteurs locaux ont également des freins. Et ça, c'est la partie la plus épuisante concernant mon poste. Et en fait, encourager les modèles innovants comme le cologement solidaire, les résidences intergénérationnelles, parce que nous avons également des structures intergénérationnelles qui s'inscrivent dans ce dispositif, mais également proposer les aides financières ciblées pour soutenir ces initiatives. Donc, mon rôle, en fait, en tant que délégué du préfet, à la base, se situe uniquement dans les quartiers, mais en Haute-Saône, nous avons une vision un peu plus large et je suis interministérielle. Ça veut dire que j'ai, dans mes missions, j'ai
une mission qui me permet de connaître l'ensemble des dispositifs qu'importe le ministère pour pouvoir créer du lien. Donc, je suis facilitatrice. Voilà, donc une telle plateforme s'inscrit parfaitement également dans les recommandations de l'IGAS, hein, parce que nous avons eu des études qui ont été portées sur la montée en compétences des jeunes ruraux. Dernier point, donc on s'est mis d'accord sur un lexique employé, c'est-à-dire que chez nous, un prescripteur, c'est une structure qui offre des formations, des diplômes. Donc il y a ce prescripteur-là qui va assurer une continuité au niveau du jeune. Et on a également l'hébergeur. Et l'hébergeur, c'est soit une structure offrant une solution d'hébergement, qu'elle soit individuelle ou collective, et le jeune, donc c'est cette personne qui s'inscrit dans un parcours éducatif ou professionnel, voilà, et on va jusqu'à, nous en dessous, 25 ans, voire pour certains cas, 30 ans, parce que nous sommes encore jeunes à 30 ans. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon collègue de l'NCT vous présenter la plateforme. Bonjour à tous, du coup je me présente, Adrien Joubert, je suis responsable produit d'Espace sur demande, donc une plateforme de l'ANCT au sein de l'incubateur des territoires de l'ANCT. Pour mettre un petit peu de contexte, effectivement à la base Espace sur demande c'est un outil qui a pour objectif de simplifier la gestion de réservation des espaces publics et l'accès aux espaces publics pour les citoyens, entreprises, associations et agents publics, pour permettre du coup à chaque citoyen de réserver rapidement et facilement un espace public près de chez lui, et de l'autre côté de simplifier le travail des acteurs publics dans la gestion des demandes, calendrier des espaces, etc. Ça a été initialement lancé en septembre 2022 au sein du département de l'Isère. Ça s'appelait Salle sur demande, qui initialement était pour faciliter l'accès aux salles de classe pour les associations locales. Il y a eu un gros succès sur cette première expérimentation et du coup il y a eu une portée nationale quand le projet a été repris par la NCT, qui a transformé du coup Salle sur demande en Espace sur demande. Donc effectivement, la plupart des fonctionnalités répondaient à ce besoin côté Haute-Saône pour permettre la réservation d'espace sur Espace sur demande. Il y a eu quelques ajustements qui ont été faits sur la plateforme, justement pour permettre de proposer un parcours le plus fluide possible, tant pour la partie locataire que pour la partie hébergeur. Et du coup, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Je vais en profiter et je vous montrerai en direct du coup les ajustements qui ont été faits sur la plateforme. Donc, je vais me connecter avec un compte. Et donc, l'idée sur Espace sur demande en tant qu'hébergeur, c'est que chaque hébergeur a la possibilité de déposer des espaces, de mettre en ligne un espace, une chambre, voilà, ça peut être n'importe quel type d'espace. La grosse différence par rapport à ce qu'on fait initialement sur Espace sur demande, c'est que globalement, les personnes qui ont le droit de déposer des espaces doivent être des acteurs publics. Ce qui est un petit peu différent avec la Haute-Saône, c'est qu'on peut avoir différents types d'hébergeurs qui sont pas forcément tous publics, etc., qui sont pas forcément des communes. Initialement, c'est le public qui est ciblé par Espace sur demande. Du coup, ça faisait partie des premiers ajustements, c'est qu'on ouvre du coup la possibilité à tous les hébergeurs de la Haute-Saône de pouvoir créer des espaces et de mettre en ligne des espaces. Donc ça faisait partie des premiers ajustements. Une fois qu'on a fait ça, on a du coup la possibilité de mettre en ligne un espace avec quelques ajustements qui ont été faits. Un des premiers ajustements, ça a été de créer cette catégorie hébergement qui, dans le cadre de l'expérimentation, est accessible uniquement et visible uniquement par les structures de la Haute-Saône. Donc les autres structures qui ne font pas partie de la Haute-Saône ne verront pas cette catégorie. Donc c'est vraiment dans le cadre de cette expérimentation. En cochant cette catégorie, on va avoir accès à différentes options qu'on verra juste après, mais globalement, dans les informations principales, on va retrouver le nom de l'espace, l'adresse, la visibilité, une description, une superficie, etc. Enfin, voilà, toutes les informations pratiques pour la mise en ligne de l'espace. On retrouve une partie importante sur la disponibilité. Donc pareil, ça faisait partie des gros ajustements où initialement, on était plus sur de la réservation de salles de réunion, d'équipements, ce genre de choses, où il n'y a pas forcément un usage d'hébergement qui a du coup un usage un petit peu différent sur la réservation. On est plus sur de la réservation longue durée sur de l'hébergement. À l'inverse des salles de réunion, on est plus sur de la réservation à la journée, une ou deux journées, etc. Donc là, ça faisait partie des grosses évolutions qu'on a mis en place sur la partie disponibilité. On a revu totalement notre système qui, du coup, a permis de faciliter la gestion des hébergements, mais aussi, voilà, on a déployé ce nouveau système à
au global sur espace sur demande pour qu'il puisse servir à toutes les personnes qui veulent mettre en ligne des espaces, même si c'est pas de l'hébergement, pour permettre de gérer beaucoup plus finement la disponibilité. Donc, on va pouvoir cocher les jours où notre espace est ouvert et on va surtout pouvoir indiquer une durée minimale de créneau. Donc, typiquement pour l'hébergement, on peut imaginer qu'on est sur de la réservation mensuelle au minimum pour un hébergement. Et du coup, indiquer qu'il y a un créneau minimum de 30 jours, ce qui fait que la personne qui loue pourra réserver au minimum 30 jours et du coup réserver pour un mois minimum. Donc là, ça fait partie des ajustements qui ont été mis en place. Donc on a également la possibilité d'activer l'option week-end. Je rentre pas trop dans le détail parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais globalement, ça donne la possibilité de gérer assez finement la disponibilité d'un espace quand on met en ligne. On peut également ajouter des horaires exceptionnels ou des fermetures exceptionnelles si nécessaire. On a la possibilité de mettre en avant du coup une grille tarifaire pour permettre aux locataires d'avoir un petit peu plus d'informations sur les tarifs qui sont pratiqués pour cet hébergement, soit à l'écrit directement sous forme de tableau, soit en téléchargeant du coup une image qui sera visible par le locataire. On verra juste après la visibilité de l'espace. On a également la possibilité d'ajouter des équipements pour voilà, donner un peu plus d'informations aux locataires en indiquant quels équipements sont présents dans l'espace. Différence par rapport aux autres types d'espaces, quand on coche hébergement, on a accès à une nouvelle option ici sur la partie repas qui faisait partie des éléments qui nous avaient été remontés quand on a fait les premières discussions avec le département. Voilà, il y a un fort intérêt sur la partie repas et du coup on propose d'indiquer qu'il y a un forfait repas en indiquant un tarif et on verra juste après comment ce tarif-là est visible pour le locataire. On peut également rajouter des photos, bien évidemment, pour mettre en avant l'espace en question. Étape importante sur les documents mis à disposition, l'hébergeur a la possibilité d'ajouter des documents qui seront visibles par le locataire, soit quand il démarre, quand il fait sa demande de réservation et que la demande de réservation est validée, soit en cochant cette option, les différents documents seront visibles dès qu'on va voir l'espace. On verra juste après la visibilité de ces documents. Et également la partie restriction des réservations, où là, voilà, on peut gérer pareil les différents types de profils qui vont pouvoir faire des demandes de réservation. Donc là, c'est vraiment pour la partie création de l'espace, pour qu'il soit en ligne. Ensuite, on va regarder ce qui se passe quand l'espace a été publié. Hop. Et du coup, quand on va rechercher un espace, on va retrouver du coup notre espace qui est visible ici. On retrouve du coup toutes les informations qui ont été indiquées lors de la création de l'espace, avec la description, les différentes caractéristiques. Toute la partie disponibilité est visible ici. On retrouve du coup la grille tarifaire sous forme de tableau et sous forme de document. On retrouve du coup les différents matériels, équipements qui ont été ajoutés. On retrouve également le forfait repas avec le tarif ici. Comme je vous le disais, on retrouve les différents documents qui ont été ajoutés par l'hébergeur. On retrouve le tableau des disponibilités. Donc on est capable de voir du coup si effectivement un espace est réservé ou non. Donc par exemple là on voit que en janvier cet espace-là est réservé. Et on retrouve sa localisation. Si une personne souhaite faire une réservation, il y a deux manières, soit faire un créneau récurrent, soit faire un créneau ponctuel. Donc on va partir sur le créneau ponctuel. Donc pour rappel, on est sur de la réservation à la journée avec une durée minimale d'un créneau de 30 jours. Donc on va commencer à faire une réservation. Donc on va dire qu'on veut réserver par exemple pour le mois de mars 2026. Donc on voit par exemple je prends alors je pourrais pas aller à moins de 30 jours. Donc automatiquement ça m'oblige à aller jusqu'au 31 pour réserver pour 30 jours, je peux confirmer. Donc mon créneau est ajouté et une fois que j'ai ajouté mon créneau, je peux en ajouter d'autres si nécessaire. Je peux aller même plus qu'à 30 jours si besoin et je peux du coup poursuivre ma demande. Pour la réservation, il y a deux manières de faire. Soit effectivement, c'est le locataire qui souhaite faire la réservation en direct et du coup, c'est par ce processus-là qu'il va pouvoir passer. Sinon, ça peut être un prescripteur qui fait une réservation pour le titre de la personne qui souhaite avoir ce logement. Et dans tous les cas, voilà, la réservation pourra être faite. Donc, on va prendre l'exemple d'un particulier qui souhaite faire la réservation. Hébergement. Hop. Donc, on retrouve du coup les différentes informations de la demande de réservation. On retrouve les différentes coordonnées géographiques. On peut joindre des documents en tant que locataire si besoin. Et c'est ici qu'on va pouvoir indiquer du coup le contact du responsable de la réservation. Donc, soit c'est la personne qui fait la réservation, c'est le responsable, et du coup, on peut cliquer ici, ça remplit automatiquement. Soit effectivement, si on veut réserver pour quelqu'un d'autre, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir renseigner les informations de la personne qui souhaite faire la réservation. Donc, on va cliquer sur « Je suis le responsable de l'activité ». On va cliquer sur « Réserver ».
La demande de réservation a été envoyée et va être étudiée. Et désormais, c'est côté hébergeur qu'on va devoir gérer cette réservation. Donc là, le locataire voit les différentes informations de sa réservation, le récapitulatif, le créneau, etc. Et du coup, on va repasser côté hébergeur. Hop. Désolé, il faut que je switch de compte. Et voilà. Côté hébergeur, du coup, on va retrouver une réservation ici qui vient d'arriver dans la liste des réservations et on va pouvoir la traiter. Du coup, on peut afficher cette réservation. On retrouve du coup les différentes informations qui ont été indiquées par le locataire, avec l'attestation d'assurance notamment, le numéro de téléphone, etc., etc. Le récapitulatif de la réservation avec le créneau qui a été demandé. On peut, si besoin, échanger avec le locataire via un chat en direct, avec un envoi d'email automatique si le message ne sont pas, s'il n'y a pas de réponse au message. Et du coup, l'hébergeur va pouvoir indiquer le tarif de la réservation, s'il y a un tarif. On peut très bien indiquer 0 € si besoin. Il va pouvoir indiquer du coup un tarif et un forfait repas si on a indiqué qu'il y avait un forfait repas en indiquant qu'il y a un forfait repas à 15 € pour ce créneau-là. On va pouvoir cliquer sur « J'ai bien vérifié les informations du demandeur » et là, 2 options s'offrent à nous. Soit on accepte et on conventionne, ce qui fait qu'on a un modèle qui est proposé directement sur Espace sur demande de convention. Et sinon, on propose la réservation sans convention. Donc, je vais essayer de finir, il me reste 1 minute, je pense. Hop, donc on va regarder la partie convention. Donc, c'est une convention qui est proposée par Espace sur demande. Tout le contenu est modifiable si besoin, bien évidemment. On peut cliquer sur « Envoyer ». On voit que la réservation a été validée. Donc, désormais, c'est côté locataire qu'il faut signer la convention. Et une fois que le locataire aura signé la convention, la réservation sera entièrement validée. Et juste pour terminer, si besoin, l'hébergeur peut également de son côté faire lui-même des réservations. Donc il peut cliquer sur créer une réservation et c'est là-dessus qu'il va pouvoir du coup choisir l'espace qu'il souhaite réserver. Indiquer si c'est de la réservation interne ou réservation pour un tiers. Donc c'est plus cette option-là qui nous intéresse. Et du coup indiquer quelle typologie de tiers souhaite faire la réservation et du coup faire tout le processus de réservation pour la personne qui souhaite faire cette réservation-là. Et une fois que toutes les réservations ont été faites, on retrouve bien évidemment dans l'agenda, du coup, toutes les réservations qui apparaissent ici, avec la possibilité, si besoin, d'exporter son calendrier vers son calendrier personnel, vers Outlook, etc., pour retrouver directement toutes les réservations sur son propre calendrier, sans avoir à aller sur Espace sur demande. Voilà, j'ai essayé de faire assez vite, désolé, j'ai pas pu tout montrer, mais globalement, vous avez une bonne idée d'Espace sur demande. Voilà. Super. Merci beaucoup Aurélie et Adrienne pour la présentation, démonstration. Restez avec nous parce qu'on a un tout petit temps de questions-réponses dans la foulée de la présentation. J'ai vu qu'Aurélie avait commencé à le faire aussi, mais n'hésitez pas à répondre aux questions directement dans le chat. Donc je vais repartager mon écran puisque donc Thomas vous l'a déjà présenté tout à l'heure, mais donc dans le cadre de cette première partie de Triomphe, on a donc analysé 11 cas d'études dont fait partie l'école de Sancoin et Espace sur demande. Et donc on s'est entretenu pendant 1 heure avec chaque équipe projet. Et donc, ce qui en est ressorti, c'est plutôt une analyse qualitative. On a essayé d'avoir aussi des données quantitatives, mais c'était pas forcément évident d'avoir des données qui étaient vraiment comparables d'un projet à un autre. Donc, en ressort 7 constats qu'on va pas vous présenter en détail aujourd'hui, mais que vous pouvez retrouver dans la synthèse du lot 1 qu'on peut vous partager dans le chat. On va vous en présenter 2 aujourd'hui qui sont davantage liés au modèle économique et financier des projets. Donc, je vais les présenter très rapidement. Le premier, c'est donc le fait que pour la quasi-totalité des projets qu'on a analysés, il y avait un montage financier qui était innovant pour assurer l'équipe financière du projet. Donc, un des premiers aspects, c'est qu'il y a quasi systématiquement un mécanisme de réduction du coût d'acquisition du foncier. Donc, Albert en a un petit peu parlé pour l'école Hugues Lapère, mais donc, vous voyez en surligné Bordeaux les différents dispositifs qu'on a pu identifier, que ce soit la décote du flot, des bails amphithéotiques, la cession pour 1 € symbolique, mais aussi des dispositifs comme le bail à réhabilitation ou la dissociation de la propriété du sol et du bâti. Ensuite, il y a des financements publics qui sont très souvent présents dans les montages des opérations. Donc pareil, Albert en a parlé, mais il y a aussi des dispositifs type Action Cœur de Ville ou des financements européens. Et puis parfois des financements
mixte via des foncières solidaires. C'était le cas aussi notamment d'SNL Prologue avec les fonds propres issus de fonds d'épargne salariaux ou bien pour la foncière Schenley, comme l'a dit Albert, avec des fonds propres issus des politiques RSE des entreprises présentes à leur capital. Ce qui ressort de ça, en fait, c'est aussi que ça a permis certes de fiabiliser les opérations, mais aussi dans chacun des cas d'avoir une forte ambition environnementale et de faire des projets qui sont d'intérêt général. Ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il peut y avoir une certaine crainte sur la raréfaction des subventions et des financements publics qui pourrait du coup rendre moins évident la création d'opérations de ce type-là, ou alors diminuer le degré d'ambition ou augmenter le prix de sortie. Ensuite, deuxième constat, c'est lié en fait au coût travaux, au coût des opérations. Donc, ils sont souvent jugés équivalents, voire un peu supérieurs au coût d'opérations neuves, de ce qui est ressorti des échanges qu'on a eu avec les maîtrises d'ouvrage. Mais en fait, ce qui est ressorti aussi, c'est que c'était pas forcément la donnée pertinente à regarder, le coût travaux, mais parce qu'en fait, ça prend pas forcément en compte les externalités positives de la réhabilitation. Donc, par exemple, si on prend encore le cas de l'école Hugues Lapère à Saint-Ouen, pardon, euh, Albert en a parlé, en fait, cette école, ce bâtiment, il est situé en centre-ville, et donc le fait de choisir de créer des logements pour personnes âgées à cet endroit-là, ça a du sens parce qu'ils sont proches des commerces de proximité, du centre-bourg. Les créer en construction neuve, en extension de ville, ça aurait peut-être créé justement de l'éloignement pour les locataires, et donc peut-être qu'il aurait fallu mettre en place un service de mobilité, de déplacement à la personne qui aurait eu un coût pour la collectivité. Donc, du coup, le fait de créer ce projet en rénovation, ça permet d'éviter ce genre de coûts. Pareil, dans le cadre d'un projet de transformation d'un ancien garage en logements sociaux, l'équipe nous a partagé le fait que le fait de réhabiliter le parking existant plutôt que de le démolir et de reconstruire un bâtiment neuf, ça a sans doute réduit les temps d'études parce qu'il n'y a pas eu de recours, parce qu'en fait le projet n'a pas dégradé la situation existante, il l'a plutôt améliorée. Alors que si on avait fait un projet qui était conforme, par exemple au gabarit PLU, ça aurait créé un bâtiment beaucoup plus dense qui aurait masqué les vues des riverains des bâtiments alentours. Et donc là, il y avait voilà, tout un travail qui a été fait avec les riverains qui a permis une certaine acceptation du projet qui aurait peut-être pas eu dans un autre cas de figure. Et donc là encore, c'est une externalité positive pardon, qu'il est peut-être difficile de quantifier, mais qui pèse dans la balance économique malgré tout. Et donc, je vais repasser la main à mon collègue Thomas pour une salve de questions-réponses. Merci beaucoup, Morgane. Il reste effectivement quelques questions dans le chat, notamment pour Albert, en tout cas à propos de l'école Hugues Lapère, à commencer par la gestion des espaces partagés, notamment de la cour. Et dans le cas de la cour, je remonte le fil, il y avait aussi des questions sur la conservation des arbres et l'imperméabilisation due à l'accès voiture. Est-ce qu'Albert souhaite répondre en Oui, j'ai vu, il direct? y a des questions sur la cour, en effet. Oui, pas de problème. Vous m'entendez bien cette fois-ci? Très bien. Ok. Alors la cour, oui, j'ai pas. C'est marrant que la question sorte comme ça parce que donc la cour était totalement imperméable, c'était du bitume sur la totalité de la cour avec deux arbres. On n'a pas conservé les arbres parce que ils étaient en train de mourir, ils étaient totalement creusés, il n'y avait plus rien dedans, donc on a replanté quatre arbres à la place. Et au contraire, on a largement désimperméabilisé la cour en créant tous les jardins que vous avez pu voir ou des revêtements non étanches. Et pourquoi est-ce qu'on a fait entrer les voitures sur le site? C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le formuler, parce que le PLU nous l'impose. Malheureusement, même pour une résidence avec des gens qui ont plus de voitures, on a réussi, au contraire, à réduire de 3 places par rapport à l'obligation du PLU, parce qu'il y a des places devant qui ne sont pas utilisées, sauf les jours de marché. Et donc, ma réponse est donc la cour a été largement désimperméabilisée et on a réussi à cantonner
le site en partie uniquement aux voitures et une partie totalement piétonne, parce qu'on a réussi à réduire le nombre de places. Et la question était comment est-ce qu'elle est gérée? Eh bien, la cour d'école n'est pas un espace public et je me permets, puisque la ville n'est pas là, de le dire, c'est pas toujours facile justement de trouver ces schémas-là avec un acteur public. Et finalement, là, simplement, le site est ouvert et géré par le propriétaire. Et, euh, et pour vous dire à quel point c'est parfois difficile, on a créé un local poubelle à 4 mètres de la sortie côté rue, d'un espace non verrouillé. Et la ville a demandé à ce qu'il y ait quelqu'un qui sorte les poubelles sur ces 4 mètres et à ce que les employés des services des déchets ne rentrent pas sur le site. Ce qui a été justement, au contraire, un des sujets compliqués de travail avec la ville. Très bien, merci beaucoup. On avait également une question sur la répercussion des mètres carrés communs sur le loyer. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux répondre à ça. Ils sont à part. Le commun doit s'auto-financer. Très bien. Et j'ai vu Il a une même autre des consommations qui sont calculées à part pour les charges. entendu. On avait une autre question sur les retours des habitants, des logements et aussi du village, hein. Est-ce que euh, toi ou vous avez pu repasser sur site? Enfin, on a vu quelques photos justement des logements occupés. Est-ce que ça a été l'occasion de prendre la température, de voilà, capter un peu le ressenti et des résidents et des Alors, c'est riverains? assez variable. Non, l'une des externalités positives aussi est que certains des habitants et justement des plus jeunes qui sont encore en âge de travailler travaillent dans la ville et, euh, et vivent vraiment sur le même lieu que celui sur lequel ils travaillent ou presque. Des habitants, alors on a eu plein d'avis variés, parmi lesquels le fait que les logements étaient petits. Euh, Ce qui était une contrainte hein, de l'opération. C'est souvent des gens qui ont vécu très longtemps dans des maisons, qui ont accumulé des choses, qui ont de la place, qui avaient des chambres pour enfants qu'ils n'utilisent plus, etc. Et donc là, vraiment, ils se sont retrouvés très contraints au moment d'emménager par voilà, la réduction de la place. Mais pour autant, certains, au contraire, notamment des anciennes personnes à la rue, ont trouvé qu'au contraire, c'était plutôt confortable, c'est assez variable. Au final, le point important, c'est que les espaces communs sont très utilisés et que ce soit l'espace commun intérieur, qui est accessible à tout le monde en permanence, ou les espaces extérieurs, qui sont finalement déjà par très grande majorité des occupants. Merci beaucoup. Et peut-être en une poignée de secondes avant d'introduire le lot 2, euh, peut-être parmi les principaux défis, s'il y en a un que tu retiendrais qui illustre la complexité ou le challenge technique lors de la rénovation, enfin la transformation plutôt de l'ancienne école. Et à propos du prix total de l'opération, ça je pense que t'en as parlé pendant la présentation, mais voilà, comment est-ce que ça se situe par rapport à une construction neuve? Alors, la première chose que je vais dire, c'est, et je suis architecte, donc c'est facile de le dire. euh, alors, une construction neuve, c'est quoi? C'est une démolition, un rétablissement de terrain dans lequel il est, dans ce cadre-là, etc. Donc, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, la question se pose toujours parce que le coût au mètre carré, il est très barbare. C'est-à-dire que là, on est sur un bâtiment qui est tout en longueur, qui est assez confortable par le fait qu'il est peu profond, qu'il n'a pas des caractéristiques de logement habituel. Finalement, ça ressemble à des maisons en bande sur une grande partie de l'opération. Donc, le coût au mètre carré, il est de tête, il est à 2008, assez élevé. Mais si on prend une construction neuve plus démolition, dépollution de la totalité, etc., je ne sais pas à combien on serait arrivé. C'est ça qu'il faudrait comparer.
Premier point comme réponse, mais le coût n'était pas forcément un problème. Le coût était identifié grâce au partenariat avec l'ANA très tôt dans le projet et a été respecté, maîtrisé jusqu'à la fin. Ensuite, comme défi technique, bah, c'est les défis techniques habituels d'une rénovation très lourde et d'un bâtiment à modifier, donc quelques aléas structurels, quelques aléas acoustiques à corriger. Mais finalement, c'est des choses bah, auxquelles moi, agissant beaucoup dans ces sujets-là, suis confronté au quotidien finalement. Et qui sont vraiment le défi voilà, je pense, des quelques années à venir, de vraiment accepter que ces opérations-là aient le besoin d'exister. Eh ben, merci beaucoup pour ta réponse et ces éléments-là qui sont très précieux. Sans attendre, je passe la parole à Rémi et Victor qui vont nous parler du lot 2, donc la partie avec des chiffres et des données. Victor et Rémi, c'est à vous. Merci Thomas. Alors, j'essaie de passer la slide. Euh, donc, euh, pour le lot 2, je vous présenterai rapidement la méthodologie générale. Ensuite, je laisserai Rémi vous présenter le premier résultat. Donc, c'est un lot qui est encore en cours de finalisation, qui consistait à caractériser vraiment le gisement de bâtiments transformables vers des logements. Donc, la méthodologie qu'on avait en tête en commençant ce travail, c'était donc tirer des études de cas un certain nombre de critères qui influent sur la transformabilité d'un bâtiment et caractériser tous les bâtiments du parc qui nous intéresse selon ces critères. Ensuite, à partir de ces critères, établir un score, donc vraiment un score numérique de transformabilité à l'échelle bâtiment par scénario de transformation. Donc, scénario de transformation qui veut dire qui peut être typiquement transformation vers des logements ou transformation vers des résidences étudiantes, par exemple. Et ensuite, à partir de ce score, typiquement étant en palier, quantifier le stock soit en nombre de bâtiments, soit en mètres carrés transformables, et produire les cartographies correspondantes. Les données sur lesquelles on se base sont principalement issues de la base de données nationale des bâtiments, qui est une base de données développée par le CSTB, qui croise une vingtaine de bases de données publiques ou non à l'échelle bâtiment, qui répertorie à peu près 32 millions de bâtiments. Ces bases de données qui sont croisées contiennent des informations qui vont nous permettre de déterminer les critères dont je veux parler juste avant. Donc j'ai mis des exemples de bases de données sur lesquelles on se base juste en dessous. Merci beaucoup. Donc le scénario qu'on a pris en compte, on a pris un seul jusqu'ici, qui est la transformation de bâtiments tertiaires hors bureau. Donc on a expliqué pourquoi avant la présentation. Donc des bâtiments en monopropriété publique qui datent d'avant-guerre et donc transformation vers des logements. Alors, monopropriété publique d'avant-guerre, donc pour la raison que monopropriété publique, ça rend le projet souvent plus simple à mener et datant d'avant-guerre parce que ça veut dire souvent une meilleure qualité du bâti. Donc, évidemment, les critères qui sont pris en compte pour le scénario, c'est la propriété et la période de construction, naturellement. Et on a rajouté aussi la simplicité des plans et aussi, vu qu'on va faire des logements, l'attractivité du territoire. On s'est vite rendu compte en regardant les données que, en pratique, en fait, on a le même problème que souvent, qui est on a beaucoup de données sur le résidentiel et assez peu sur le reste, donc assez peu sur le tertiaire hors bureau. Donc ça nous a un peu fait changer d'approche. Donc les deux difficultés principales, c'était qu'il est très difficile de trouver la donnée et de caractériser la vacance ou l'obsolescence pour le tertiaire. Donc on a fait une approximation qui consiste à dire que notre stock potentiel, c'est tout le bâti hors résidentiel qui n'a pas de SIRET actif, donc d'usage actif selon la base sirène. Et la grosse difficulté, c'est qu'il est très difficile de décrire finement chaque bâtiment, c'est-à-dire qu'on va souvent avoir des données manquantes, comme je disais avant. Donc on peut avoir typiquement la propriété, mais pas la période de construction, ou l'inverse, ou aucun des deux. Donc pour contourner un peu ce problème, on réduit ces données à l'échelle iris pour caractériser le potentiel de transformation de l'iris plutôt que du bâtiment. Donc, je vais passer la main à Rémi. Deux petites précisions sur les données qu'on a produites. Vu que c'est un travail encore en cours et qu'on avait des contraintes de temps de calcul, on s'est restreint à une zone qui est la région occitanique, dans une bonne diversité de territoires. Et les données qu'on a produites jusqu'ici, c'est les surfaces de bâtis donc en résidentiel, donc sans activité, celles construites avant 46, celles qui sont soumises aux contraintes ABF et celles avec des plans simples. On a regardé aussi les densités d'équipement et donc le tout à l'échelle IRIS. Donc, maintenant, Rémi, les résultats.
Merci Victor. Donc, toutes ces variables, on les agrège au niveau iris et en fait, on va les répartir en plusieurs groupes. Donc, en fait, on va avoir un espèce de groupe qu'on va qualifier de gisement et un groupe attractivité. Donc, pour l'instant, je vais vous parler du groupe de variables gisement qui regroupe les variables donc, celles du gisement brut, qui sont donc les locaux sans activité identifiée, celle de la qualité du bâti, qui serait susceptible d'accueillir des transformations et donc qu'on approxime par des bâtiments construits avant 1946, et une dernière que je vous montre pas ici, mais qui concerne la simplicité des plans qu'on calcule par rapport à la similitude avec un rectangle. Donc ici, sur la carte de gauche, c'est au niveau iris la part des surfaces résidentielles qui sont a priori sans activité identifiée. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a une grande prépondérance dans les territoires très ruraux. Pour ceux qui connaissent la région, vous reconnaîtrez les parties jaunes qui représentent donc les zones très rurales de la région. Et à l'inverse, dans les principales métropoles et les agglomérations plus secondaires de la région, on a beaucoup moins de disponibilité a priori de locaux vacants. Et du coup, sur la carte de droite, c'est les locaux construits, les bâtiments construits avant 1946. Donc, mis à part les hypercentres des principales agglomérations et certaines communes rurales, on observe aussi que dans les périphéries de ces grandes villes, le bâti est caractérisé en moyenne par des périodes de construction plus récentes, comme on pouvait s'y attendre. Et donc maintenant, pour pouvoir agréger ces indicateurs sur un seul et même indicateur, pour pouvoir donner un score, on va utiliser la méthode de l'ACP, c'est donc l'analyse en composantes principales. Et c'est une méthode statistique qui permet de réduire la dimensionnalité du problème en extrayant un maximum d'informations de chacune des variables que j'ai présentées précédemment. Donc, on aboutit à un score qu'on agrège au niveau de chaque iris, et on retrouve donc la diversité urbaine-rurale qu'on voyait sur les cartes d'avant, avec des centres urbains qui sont caractérisés par un gisement très faible, et des communes rurales caractérisées par un gisement très fort. Le problème, c'est qu'on ne veut pas forcément transformer tous les locaux vacants présents dans les zones rurales s'ils ne sont pas présents dans des zones attractives. Et donc, pour avoir une idée de cette attractivité, on va utiliser la base permanente des équipements qui est publiée par l'INSEE, qui comprend un peu plus de 2 millions d'équipements. Je vais passer assez rapidement sur ça, mais grosso modo, on a sélectionné les types d'équipements qui étaient pertinents pour notre sujet de recherche. Et on a réagrégé tout ça en 25 catégories d'équipements différentes. Pour avoir une représentation de cette attractivité, on va calculer une densité d'équipements accessibles pour chaque bâtiment. Et cette densité, on va la calculer dans un rayon qui est dépendant du type de commune. Donc là, je vous présente les résultats pour les collèges et lycées. Et donc, l'idée de différencier ces rayons de recherche, c'était pour pas que les grands centres urbains prennent complètement le pas sur les communes plus rurales qui ont a priori une densité beaucoup moins élevée dans les équipements et services qu'on utilise. Et donc là, on voit qu'il y a de nouveau tout de même que les deux grands centres urbains sont Toulouse et Montpellier apparaissent sur la carte, mais également les agglomérations plus secondaires et une espèce d'halo d'attractivité autour d'elles. À nouveau, on agrège tout ça avec une ACP. Donc là, on a nos 25 catégories d'équipements qui sont représentées et on retrouve à peu près les mêmes résultats que sur les collèges et lycées, avec des halos d'attractivité autour des agglomérations plus secondaires comme Perpignan, Carcassonne ou Tarbes. Et enfin, pour avoir une idée d'une synthèse entre un équilibre entre où est-ce qu'il y a un bon gisement, mais également une bonne attractivité, on utilise une variante de l'ACP qui s'appelle l'AFM et qui permet en fait de regrouper les 25 variables d'attractivité d'un côté et nos 3 variables de gisement de l'autre. Et ça, c'est pour éviter que les 25 catégories de variables d'équipement dominent entièrement le score et qu'on se retrouve avec une carte copier-coller de celle que je vous ai présentée juste avant.
Euh, et donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux types de variables tirent dans un sens opposé. Et donc pour avoir un bon équilibre entre gisement et attractivité, on va chercher un score proche de 0,5. Et donc finalement, quand on a un score proche de 1, c'est là où il y a un très faible gisement mais une forte attractivité. Un score proche de 0, c'est l'inverse, c'est on a un fort gisement mais une faible attractivité. Donc quand on est à peu près au milieu, on se retrouve avec un bon équilibre. Et donc là, on observe que on a ce bon équilibre sur les agglomérations un peu secondaires et dans les périphéries dans les périphéries un peu plus lointaines des deux principales métropoles. Euh, donc voilà pour ça. Et on est en train d'explorer, de rajouter une troisième dimension qui serait les contraintes. Donc ces contraintes, ça peut être l'exposition au risque d'inondation, au retrait gonflement d'argile, ou encore les contraintes de bâtiments historiques. Donc, c'est la carte que je vous présente ci-dessous avec les bâtiments historiques. Et on est encore en train de réfléchir sur enfin, quelles contraintes et comment les intégrer à notre score. Et enfin, on envisage d'enrichir l'approche en adaptant, par exemple, en sélectionnant les types d'équipements qui seraient spécifiques à certains types de populations, comme les logements étudiants, les résidences seniors, euh, pour adapter le score en fonction des besoins et des projets de transformation. Et, euh, et ensuite, idéalement, et donc là, on fait un peu appel à vos contributions. Si certains d'entre vous ont des données locales spécifiques au niveau bâtimentaire qui pourraient combler les trous qu'on a évoqués au début de la présentation, ça nous permettrait d'élargir l'approche à l'échelle bâtimentaire et d'avoir quelque chose de plus précis qu'à cette manière-ici. J'en ai fini. Je crois que c'est toi qui enchaîne. Enfin, si vous avez des questions, déjà, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Merci beaucoup, Victor et Rémi. Je ne vois pas de questions dans le chat. De toute façon, effectivement, on est à votre disposition pour vous détailler tout ça, même voilà, sur un temps dédié parce que c'est assez dense. Je vois une remarque de Monsieur Chek de la mairie de Clichy-sous-Bois. Ces bases de données seront-elles accessibles par des organismes type foncière solidaire privée? Y a-t-il un critère de prix au mètre carré du foncier? Et où pourra-t-on y accéder? Donc une question sur l'accès des données finalement et leur enrichissement. Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, on n'a pas réfléchi à l'accès des données qui permettront de produire les résultats de l'étude. Euh, donc, pas de réponse définie pour l'instant. C'est des données enfin, vraiment, on exploite des données publiques. Donc, la méthode, j'imagine, sera accessible. Les données, je ne pourrais pas dire. Et le critère de prix au mètre carré, c'est quelque chose qu'on est en train d'intégrer. Ouais, c'est quelque chose qu'on envisage de mettre aussi dans l'une des dimensions qu'on traite. Merci beaucoup. Euh, Pas d'autres questions sur le lot 2. Je passe la parole à Sonia, qui va conclure par un appel à Capilote. Merci beaucoup. Alors oui, donc pour aller donc, dans la suite de ce que disaient Rémi et Victor, donc pour le lot 4 du projet, on souhaite expérimenter donc, cette méthode sur des cas pilotes. Donc, par cas pilote, là on se positionne vraiment à échelle territoriale. Donc en gros l'idée c'est d'avoir, enfin de rezoomer face sur les iris, d'avoir plusieurs iris où on puisse observer les résultats donc d'être en gros d'une échelle qui aille de la commune à l'intercommunalité au département. En gros, ça nous intéresse d'avoir des retours d'acteurs qui ont donc une visibilité face sur leur parc bâti et qui portent soit des initiatives déjà d'optimisation du bâti telles qu'on a présentées, mais aussi tout simplement qui pourraient être intéressés par la démarche sans avoir encore lancé d'expérimentation à ce sujet et qui idéalement, enfin en gros, on aimerait croiser aussi notre approche avec des inventaires, des équipements, des bâtiments publics existants, enfin comme il peut exister dans le cadre d'une stratégie immobilière pour notamment avoir des informations sur la vacance de ces équipements ou leur utilisation, enfin qu'on n'a pas forcément accès avec nos bases de données. Et du coup, en gros, qu'est-ce que ça impliquerait? Donc, pour les testeurs, nous, faut qu'on fasse en gros l'exploitation des résultats à l'échelle du territoire volontaire et qu'on prenne ensuite un court temps de débrief de 30 minutes pour en gros faire un retour pour voir voilà, comment
et si on arrive donc à identifier enfin, des bâtiments, enfin, quels pourraient être les points d'amélioration de la méthode et surtout enfin, quelles pourraient être aussi enfin, les pistes en gros enfin, de transformation ou de mise en œuvre bah, liées donc, à ce qu'on arrive à identifier. Donc voilà, enfin, ça ne demande pas un investissement énorme et pour la recherche, du coup, enfin, ce serait vraiment en gros idéal pour nous pour nous permettre aussi enfin, d'opérationnaliser l'outil et la méthode en direction des territoires. Et du coup, si vous êtes intéressé, donc il y a un lien donc, vers le formulaire donc sur la slide qui vous sera transmise où vous pouvez vous inscrire pour prendre contact avec nous. Et voilà, enfin, je laisse donc peut-être, oui, par rapport aux prochaines étapes. Donc voilà, enfin, comme j'ai parlé de la phase 4 des projets pilotes, donc il y a bien entendu les livrables qui sont sur le site d'Ecopolis que vous pouvez aller consulter. Et du coup, donc voilà, on fera sans doute une dernière communication en fin de projet. Et oui, voilà, parallèlement à ce webinaire, donc l'ADEME et l'équipe de l'étude sur les modèles économiques enfin, de la production de logements et de la sobriété immobilière, donc, qui est une autre étude qui est portée en parallèle, donc font également donc, 2 webinaires en novembre donc, sur voilà, enfin, la question des modèles économiques pour la réhabilitation lourde et la réversibilité et aussi donc via donc la densification diffuse et l'intensification des usages. Donc c'est toujours dans le prolongement direct de cette approche. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes à l'écoute enfin, d'autres tours d'expérience.